Et dès lors, est-ce que l'expérience des juridictions nationales qui ont déjà appliqué la compétence universelle, comme en France dans le procès Simping-Kangwa, est-ce que ça a pu vous être utile et si oui, est-ce que vous êtes d'accord avec l'image et l'idée de la nécessité des vases communicants par les échanges d'expériences, de pratiques entre juridictions nationales qui jugent des affaires donc par le biais de ce mécanisme de la compétence universelle? Ouais. C'est ça. Donc, nous sommes presque, je peux dire, au même pied d'égalité que la France dans le cadre du traitement de ces affaires, relevant donc de ce principe du mécanisme de compétence universelle. Parce que la France, pour la première fois, venait d'avoir une affaire, l'affaire Pascal Simi Kanga, je crois, hein. Et la France applique donc une justice du civil law, comme nous dit. Comme nous, c'est le civil law qui est applicable, c'est-à-dire le système inquisitorial, où il y a un procureur donc, qui ouvre une information, un juge d'instruction qui fait ses enquêtes, et puis il y a un renvoi devant une cour d'assises. Donc la ressemblance avec nos deux affaires, si je peux dire, c'est qu'il y a un étranger qui est poursuivi donc, dans un pays où il doit être jugé et qui a commis des crimes sur des étrangers à l'étranger. Voilà, donc vraiment c'est là où s'arrêtent les ressemblances. Si bien qu'on a les mêmes problèmes relatifs donc aux aspects financiers, aux aspects administratifs, aux aspects liés à la coopération internationale. Parce que tous les éléments de preuve sont importés de l'extérieur. Et là, vraiment, on a pu faire des échanges d'expériences donc avec le pôle qui a été donc ouvert en France pour traiter des crimes de masse. Et vraiment, ils ont dit comment ils ont préparé le dossier, ça a pris du temps, et quels sont les obstacles auxquels ils étaient confrontés. Et maintenant, ils sont en train de voir comment améliorer donc, le système. Donc vraiment, ça a été donc, une expérience assez bénéfique. Et nous en sommes bien inspirés dans la préparation de notre procédure qui doit venir vraiment de façon imminente. Hein. Oui. Et puis comme d'ailleurs, il est certain que l'expérience ici au Sénégal servira ensuite pour les prochains procès français. Parce que c'est voilà, c'est ça. C'est des vases communicants, comme on a les mêmes systèmes, et après, à peu près le même dossier. Donc, certainement, on fera l'évaluation et pour en tirer quand même les bons aspects et améliorer ce qui n'était pas bien. Alors, plus maintenant largement, dans ce climat un peu de défiance des Africains vers la Cour pénale internationale, que pensez-vous du mécanisme de la compétence universelle? Est-ce une avancée? Est-ce un effet de mode? Ou est-ce au contraire l'avenir dans cette complémentarité assumée avec la Cour pénale internationale? Ouais. Donc c'est ça. Face à cette critique tout azimut développée contre la CPI, les Africains se sont lancés un défi parce qu'il ne faut pas critiquer, ne pas mettre en place quelque chose pouvant remplacer quand même la compétence de la CPI. Bon, il est vrai que même la CPI, dans le statut de Rome, article 17, on parle du principe de complémentarité. On veut engager les États africains à prendre d'abord en priorité donc, leurs responsabilités sur des crimes commis sur le sol par des nationaux. Donc on leur demande de mettre en œuvre d'abord le principe de compétence universelle, sauf, comme on le dit, s'il y a une incapacité juridique ou bien une défaillance du système juridique, et à partir de ce moment seulement que la CPI pourrait prendre le relais. Mais le principe, c'est d'arriver à avoir dans chaque pays des mécanismes qui peuvent permettre de juger des personnes arrêtées pour crimes de masse. Et le Sénégal a pris toutes les dispositions nécessaires en réformant son code pénal et son code de procédure pénale. Parce qu'il y a son article 669, je crois que c'est le pendant 689 du code pénal français, qui dit que toute personne, tout étranger qui commet donc, un crime de masse, par exemple, en dehors du territoire de la République, peut être jugé, poursuivi et jugé si
cette personne-là est arrêtée sur le territoire national, ou bien si une de ses victimes réside dans le territoire national, ou bien si l'État du Sénégal demande son extradition. Donc là, vraiment, la compétence universelle est bien assise maintenant au Sénégal et que rien ne s'oppose à ce que des poursuites puissent être entamées contre des personnes auteurs de ces infractions de masse. Voilà. Donc je crois que c'est une réponse aux critiques faites au niveau contre la CPI. Il ne s'agit pas de crier, mais il faut user quand même d'imagination pour arriver donc, à juger sur place. Voilà. Alors maintenant, de par votre expérience pratique dans ce dossier que vous menez au sein des CAE, quels sont selon vous les éléments de la compétence universelle qui sont les plus friables? Par exemple, dans votre affaire, sur quoi la compétence universelle a souvent buté, avec quoi elle a souvent dû d'ailleurs composer? Mais je dis tout le temps que la justice internationale est tributaire de la coopération judiciaire donc, entre les États. Donc s'il n'y a pas le même répondant de l'autre côté, on aura toujours des difficultés à mener à bon port nos procédures. Il faut qu'il y ait une volonté politique dégagée donc, par tous les États pour qu'aujourd'hui, si par exemple au Sénégal on a une affaire qui a des relents internationaux, que le Sénégal puisse s'assurer de la coopération d'un État où se trouvent les éléments de preuve dont la justice sénégalaise a besoin pour trancher. Donc le gros écueil pour ces juridictions internationales, c'est l'écueil de la coopération. Voilà. Maintenant, si jamais vraiment les États coopèrent, ça peut faciliter les choses. Deuxième chose qui peut être un obstacle donc, à l'émergence de cette justice nationale à caractère international, c'est l'exigence de financement. Parce que là, vous arrêtez quelqu'un et vous voulez faire jouer le principe de compétence universelle, si vous n'avez pas les moyens financiers adéquats, vous ne pouvez pas aller à bon port. Parce que là, il faut mener des enquêtes en dehors du territoire de la République, entendre des témoins, les faire venir au procès, et cela demande quand même un budget énorme. Si les États ont des textes de loi bien réglés, des instruments juridiques qui leur permettent de faire face à leurs engagements, si de l'autre côté il n'y a pas le financement qui doit accompagner donc, cette procédure, il y a à parier que cette justice-là va être bloquée. Donc, coopération donc, entre États et financement des procédures. Et à l'inverse, donc, sur quels aspects pensez-vous que la compétence universelle, telle qu'elle est appliquée dans le droit sénégalais, est un atout en termes de poursuite? Oui, c'est un atout parce qu'il y a toutes les règles donc, qui ont été édictées et qui prennent en compte l'ensemble des crimes internationaux. C'est dans les dispositions des articles 431 à 431-6. Et tous les crimes de masse peuvent être poursuivis par le Sénégal, en raison donc, des critères de compétence dont je vous ai parlé. Et que le seul souci donc, à se faire, comme je vous ai indiqué, c'est le financement. Bon, raison pour laquelle j'avais même pensé, voilà, c'est ça. Et donc, dans une vision à long terme, en perspective de l'avenir, avez-vous justement des pistes de réflexion sur ce qui pourrait être amélioré dans la mise en œuvre de procédures et des juridictions pour l'exercice de la compétence universelle? Oui. Donc, on va parler des deux points. Donc, c'est la coopération internationale. Ça, il faut vraiment que les États acceptent de coopérer dans le cadre de ce jurisprudence international. S'ils acceptent de coopérer, cela donc, va certainement conduire à une réussite de l'application de ces principes. À défaut, on va vers des problèmes. Maintenant, le deuxième souci, c'est on a des instruments juridiques qu'il faut, mais
pouvoir faire un procès, il faut un budget. Et nos États sont confrontés à des problèmes de développement presque quotidiens. Leur demander de prévoir des chapitres pour la poursuite des crimes internationaux, c'est leur demander encore à faire beaucoup de choses, alors qu'il y a des priorités d'ordre social, économique sur place. Raison pour laquelle je imaginais que peut-être au niveau des Nations Unies, qu'on puisse créer un fonds de soutien aux pays qui mettent en œuvre ce mécanisme de compétence universelle. Et qu'une fois qu'il y a une procédure vraiment importante, que ce fonds-là puisse être activé pour financer donc, les poursuites de cette affaire. Donc, je crois que l'institution même de ce fonds va pousser quand même les États à manifester plus de volonté à traduire le principe de mécanisme de compétence universelle dans les faits et dans la réalité. Donc vraiment, c'est une réflexion qui est avancée et je crois que l'institution de ce fonds pourra être d'une grande utilité pour les pays qui ont une volonté manifeste d'appliquer ce principe de compétence universelle. Bon, bah, c'est vraiment sur cette idée vraiment très prometteuse et qu'on va devoir mettre fin à cet entretien. En tout cas, Monsieur le procureur général des CAE, sachez que l'Association française pour la promotion de la compétence universelle est fière de vous compter parmi ses membres d'honneur. Il est une évidence que nous avons une chance inouïe d'avoir ce lien avec vous, avec votre connaissance, avec votre parcours. Et votre savoir apportera beaucoup à son développement et nous vous remercions donc avec beaucoup de chaleur pour cet entretien et nous vous souhaitons tout le meilleur dans votre vie personnelle mais aussi dans la continuité de votre brillant parcours professionnel. C'est moi qui vous remercie. Merci et bonne vie donc à votre association dont j'ai été coopté pour être membre d'honneur. Je vous remercie.